Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la rentrée littéraire. Ce sera la vidéo 2 sur le sujet. Et je suis en train d'en lire d'autres, donc je pourrais vous en faire au moins une troisième. Allez, on y va, vous allez voir, il y a 3 bonnes lectures et une déception. C'est parti. Alors on va attaquer tout de suite avec la déception. Je suis désolée, il y en a plein qui l'ont beaucoup aimé. Il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Alors, vous le savez sûrement, Tiffany McDaniel, c'est l'autrice de Betty. Moi, Betty, ça avait été un coup de cœur vraiment très très fort pour moi. C'est un roman qui m'a marqué. J'ai trouvé ça brillant, très bien écrit, l'histoire incroyablement touchante. Donc, évidemment, de Tiffany McDaniel, j'attendais beaucoup pour la sortie de ce roman-là. Il faut quand même savoir que ce roman, il a été écrit avant Betty, et qu'elle a essayé pendant très longtemps de le faire publier sans succès. Et justement, avec le succès de Betty, elle a pu le faire publier. Voilà. Donc, j'en attendais beaucoup. Ça n'a pas été à la hauteur de nos espérances, de mes espérances, de nos espérances. C'est qu'on est plusieurs là-dedans. Et alors, de quoi ça parle? On est en Ohio. On est en Ohio. On est en Ohio. Est-ce qu'on est... Oh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On est dans l'Ohio et on va suivre la vie d'une famille. Donc il y a le père qui porte le joli prénom d'Autopsy. En effet, sa mère le donnait sous prénom parce que autopsie, ça veut dire voir au travers, et elle voulait que son fils puisse voir au travers des choses. Et il est marié, il a 2 garçons. Et alors c'est 2 que je voulais faire, hein. Le pouce y traînait, mais 2. Hein. Et cette famille, qui est une famille très touchante, vraiment très très agréable à suivre, le père a une espèce de lubie et il décide d'inviter le diable dans leur petite ville. Et il fait passer une annonce dans la presse en disant qu'il invite le diable, et arrive un petit garçon noir aux yeux très verts qui est devant le tribunal où travaille Autopsie, et il dit qu'il est le diable, qu'il a été invité et qu'il est là. Donc effectivement, on ne trouve pas de famille à ce petit garçon, on ne sait pas comment il est arrivé là, voilà, il est là. Et petit à petit, ce petit garçon va se faire une place dans cette famille, il va être le 3e garçon de la famille. Et on va suivre leurs aventures. Et aventure il y a, parce que c'est vraiment un livre qui, au niveau philosophique, au niveau de la pensée, etc., apporte beaucoup de choses. J'ai adoré le rapport à la religion, j'ai beaucoup aimé le regard qu'elle porte sur la vie d'une petite ville aux États-Unis, au sud des États-Unis, avec évidemment tous les aléas de ce type de petite bourgade dans les années 80. Et il y a plein de choses que j'ai trouvées hyper intéressantes. La langue est toujours aussi belle, mais vraiment Tiffany McDaniel, elle écrit hyper bien, hein. C'est impressionnant. Alors on suit principalement le 2e fils qui devient copain avec le diable, Fielding il s'appelle. Et c'est vrai que c'est lui qui va porter l'histoire. Et j'aurais tellement aimé pouvoir m'attacher à cette histoire, m'attacher à ce petit garçon comme je m'étais attachée à Betty, pouvoir m'attacher à Autopsie comme je m'étais attachée fortement au père de Betty, pouvoir m'attacher à tous ces personnages. Mais malheureusement, c'est un des premiers défauts qui pour moi m'a posé problème, c'est qu'à aucun moment je n'ai pu être en empathie avec les personnages. Dans Betty, j'étais en empathie avec tout le monde, le père, la mère, Betty, les grandes sœurs, les petits frères. Je prenais tout, mais vraiment très fortement. Je ne sais même pas vous décrire à quel point ça m'a provoqué des émotions. Moi, j'ai pleuré sur Betty, mais vraiment très, 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 très vivement. Et là, rien. Pas une seule émotion. Donc ça a été le premier souci pour moi. Et le deuxième, c'est qu'en fait, je me suis ennuyée. Alors c'est sans doute en lien, hein. L'histoire était intéressante, il y avait plein de choses vachement bien, et paradoxalement, je me suis enquiquinée. Faut dire que 250 pages pour démarrer le truc, c'est trop long. Pour moi c'est trop long, non pas parce que c'est trop long dans l'absolu, parce que j'ai déjà lu des livres où ils prennent encore plus de temps pour l'exposition, pour le démarrage, etc. Et lorsque c'est bien fait, c'est un peu jugement de valeur, et j'aurais tort de dire ça, mais parfois, ça passe crème chez moi, et voire même je lis ça avec délectation. Et là, c'était beaucoup trop long. Et j'ai trouvé que ça s'enlisait, que... Alors oui, au bout d'un moment, on en arrive à un truc, et oui, il y a l'histoire avec le grand frère et tout, il y a plein de choses qui sont bien. Mais
d'un côté c'est trop long et de l'autre côté je trouve que peut-être pas assez fort, pas assez poussé. Il y a plein de bonnes idées. Alors, je ne veux pas les citer, mais je trouve que par moments, elle amène des petites touches de choses hyper intéressantes qui, pour le coup, ne sont pas du tout développées. Je pense notamment à la relation du grand frère avec un type qui débarque et qui se fait appeler Ted Bundy. Alors, c'est pas Ted Bundy, mais voilà, il y a un jeu. Et il y a un truc qui s'installe et que j'ai trouvé hyper intéressant avec justement ce jeu de je suis un tueur en série, nana, nana. Mais en fait, ça tourne court très vite. Et voilà, il y a plusieurs choses comme ça où je me suis dit, ah mais c'est dommage, pourquoi est-ce qu'elle va pas plus loin Et pourtant le roman est long. Cependant, si vous aimez le côté folk de l'Amérique, si vous aimez voilà ce côté village du Sud, description, personnages atypiques, à l'image du prénom du père, autopsie, c'est par hasard, c'est vraiment des gens, même Fielding, c'est vraiment des gens hors normes. La mère, je vous dis pas, mais elle est vraiment hors norme aussi. La philosophie derrière est hyper intéressante. C'est la mise en œuvre qui va poser un problème. Pas la mise en œuvre de la langue, la mise en œuvre narrative. Voilà, j'ai pas du tout accroché sur la mise en œuvre narrative et ça a été un vrai souci pour moi. Voilà, donc L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, un échec pour moi. Mais je sais que vous êtes nombreux à l'avoir beaucoup aimé, donc si vous ne l'avez pas lu, écoutez, tentez-le. Cependant, si vous n'avez pas lu Betty, je pense que Betty est quand même nettement meilleure. Mais ce n'est que mon avis. Allez au suivant. J'ai ensuite lu Ce qui reste de Jean Michelin. Alors, de quoi nous parle ce livre? On va suivre l'histoire de Lulu, qui est un militaire de carrière, qui a une brillante carrière, qui est resté jusqu'au bout, qui a fait des batailles dans des pays pas toujours faciles, qui est marié, qui a un enfant, et qui disparaît du jour au lendemain. Et il y a une alerte qui est mise sur sa disparition, et ses potes. Alors il y a son ancien chef, son actuel chef, le moins chef. Alors les grades militaires, j'y connais rien du tout. J'ai rien retenu, et je crois que j'ai rien compris. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient plus ou moins proches, plus ou moins... En tout cas, ils avaient tous à cœur de trouver pourquoi Lulu a disparu comme ça du jour au lendemain. Il s'est levé de chez lui une nuit, il est parti, on ne l'a plus revu. Et donc, ils vont demander au chef-chef, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus haut, surtout chez les militaires, il y a beaucoup de grades. Et donc, ils vont demander à ce grand chef s'ils peuvent avoir du temps pour chercher. Alors, bien sûr, au début, on dit non et après, on dit oui. Sinon, il n'y aurait pas de livre. Et voilà, ils vont partir dans cette espèce de quête de l'intime. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une quête policière. Le mec, on n'a pas été découpé en morceaux et jeté dans la rivière à côté. C'est vraiment la quête de l'intime, la quête de l'être, la quête du soi, la quête de qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce moment-là pour que Lulu vrille et parte. Et surtout, où est-il parti? Et à travers cette enquête, cette quête, vont se dévoiler leur propre personnalité à ces enquêteurs, leur propre personnalité qui sont hyper intéressantes, leur propre vécu, notamment leur propre vécu dans leur carrière militaire, parce qu'on va remonter le temps et de façon alternative, vous allez avoir des chapitres qui vont être en présence de Lulu pendant la guerre. Donc vous allez avoir leurs échanges, leurs rencontres, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Vous allez voir, il y en a un qui subit du racisme. Voilà, donc toutes ces petites choses-là nous sont données de façon embryonnaire, à un tempo très précis, pour nous donner des éléments à nous lecteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et pendant ce temps, on avance avec cette petite troupe. Ils vont chez la femme, ils vont chez les parents, ils essayent de comprendre. Et j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça vachement bien parce que d'abord, le dosage, il est très bon. Le dosage entre ce qui se passe dans le passé et ce qui se passe dans le présent est bon. Alors, de mémoire, je dirais qu'on en a un peu plus dans le présent que dans le passé. Ce qui donne un équilibre imparfait que j'ai trouvé hyper intéressant. La facilité qui consiste à faire 1, 1, 1, 1, là, je ne l'ai pas ressenti et j'ai trouvé ça vachement bien parce que ce qui nous intéresse quand même aussi, nous lecteurs, quand on lit ce livre, c'est aussi de savoir simplement ce qui a bien pu se passer. Et voilà, l'écriture est très belle, les personnages sont très attachants et surtout, moi je ne connais rien du tout au monde militaire, mais l'auteur Jean Michelin est lui un militaire de carrière et il sait de quoi il parle. Et du coup, j'ai trouvé que c'était... qu'il y avait une vraie portée intelligente dans l'analyse des relations. Alors,
ok, je le dis, c'est un roman de garçon. Hein. C'est écrit par un homme. Les quatre mecs, là, c'est que des hommes et ils cherchent un homme. Hein. Et le grand capitaine, c'est un... Il n'y a que des hommes. Alors, de temps en temps, vous avez la femme d'eux ou la mère d'eux. Pardon. Mais voilà, c'est un roman d'homme à l'image du système militaire qui est quand même encore très masculin. Donc voilà, c'est un roman d'homme. Mais j'ai trouvé intéressant de voir l'analyse des relations entre hommes qu'on décrit souvent comme étant hyper simples. Alors entre les filles, c'est toujours très compliqué, mais entre les garçons, c'est hyper simple parce que les garçons, c'est très simple les garçons. Alors non, les garçons, c'est pas très simple. Les garçons, c'est tout aussi compliqué que les filles. Les relations humaines, elles sont complexes, que l'on soit fille ou que l'on soit garçon. Moi, je réfute totalement le cliché qui dit que les filles entre elles, c'est des pestes, alors que les garçons, ils sont trop cool. Pas du tout. Et là, il y a une belle démonstration. Non pas que les garçons sont des pestes, mais que les relations humaines sont compliquées, et que les relations entre garçons sont compliquées, et que le système militaire, qui repose beaucoup sur ce système d'hommes, et ben, du coup, c'est pas toujours si évident. Et puis on leur demande d'introspecter, c'est pas du tout ça, d'ingérer énormément et surtout de ne pas ressortir. Enfin, on n'a pas d'émotion. On ne doit pas montrer ses émotions, on ne doit pas pleurer face à un crime, on doit être vraiment poker face. Bref, je sens que je suis partie en cacahuète. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce roman, il est beau, que l'analyse est juste, que l'écriture est fluide, simple, mais qu'elle est efficace. Et que c'est un roman, si vous aimez un petit peu d'enquête, beaucoup d'humanité, et que vous avez envie de découvrir un petit peu voilà, ces relations militaires, je vous le conseille vivement. Ce qui est rigolo, c'est que dans une vidéo précédente sur la rentrée littéraire, je vous ai parlé du roman de Gilles Marchand, et qui était aussi sur un type qui enquête, alors là c'était pas du tout la même période, c'était l'entre-deux-guerres, là je vous ai pas dit mais c'est du contemporain, mais voilà, qui enquête sur la disparition d'un soldat. Voilà, donc on est un peu sur le même schéma, à une époque très différente et avec une approche très différente, mais pour autant c'était hyper intéressant. Voilà, donc je vous conseille vivement Ce qui reste de Jean Michelin. Alors, le livre suivant n'est pas forcément un roman, c'est pas non plus un essai, c'est un livre un peu hybride. Il s'agit du dernier livre d'Alice Zenniter, Toute une moitié du monde. Alors, toute une moitié du monde, c'est nous les femmes, et on est quand même majoritaire sur cette planète, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète Terre, et pour autant nous sommes considérés comme une minorité. Voilà. Parce qu'à l'image de d'autres minorités, du fait je trouve pas mon mot, du fait de... Ah, Jean-Michel, 3 mots de vocabulaire. Du fait des grandes disparités qu'il y a entre les hommes et les femmes, les femmes sont considérées comme une minorité. Et donc Alice Zenniter, là, va nous parler de quoi? Elle va nous parler de son expérience à elle d'écrivaine, des écrivains, des écrivaines, des écrits, de la façon dont on aborde l'écriture, des écrits plus anciens, des écrits plus contemporains. Alors il y a beaucoup de name dropping, elle va parler d'auteurs contemporains qu'elle connaît bien, d'auteurs classiques, voilà. Et elle vous mélange tout ça pour vous donner un livre hybride, unique, que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, je vais vous en lire un petit extrait, très court, vous allez voir, c'est pas embêtant du tout. S'il y avait un message diffusé dans des haut-parleurs avant l'entrée en territoire de fiction, il ressemblerait curieusement à celui des assurances ou des banques jointes par téléphone. Patientez quelques instants, vous allez être mis en relation. Ce que je cherche sans doute, depuis le début en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine, ce sont des récits qui me permettent d'entrer en relation avec des êtres qui me sont inconnus et me deviendront proches, tout comme des récits qui leur permettent, à l'intérieur de la fiction, des relations riches, complexes et fragiles. Voilà, on est vraiment dans l'analyse du fictionnel. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Qu'est-ce que c'est qu'écrire un roman? Qu'est-ce que c'est qu'être écrivain? Est-ce que c'est différent d'être écrivain et écrivaine? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Quels sont les clichés? Et elle va débunker tout ça, et elle le fait avec brio. Évidemment, on parle d'Alice Zenniter. Si vous vous intéressez à la littérature, si vous vous intéressez au féminisme, si vous avez cet amour profond de la fiction, du mot, du verbe, de la phrase, du texte, lisez en premier Je suis une fille sans histoire d'Alice Zenniter. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'avais vu son spectacle, son seul en scène, je vous l'avais vendu et survendu.
C'est vraiment... je salue d'ailleurs Laura, je lui fais un bisou parce que suite à ma vidéo, elle a été voir le spectacle et je crois qu'elle a beaucoup aimé et c'est plutôt chouette. Et voilà, enfin, vraiment, au moment où j'ai vu ça, c'était au printemps dernier, j'avais été totalement bluffée. Son livre, qui est la retranscription de ce spectacle, est à lire absolument. Et celui-ci, d'une certaine façon, est dans la continuité. En différent, mais vraiment dans la continuité. Donc, si ce sujet vous intéresse, lisez ces 2 livres. Si vous avez envie de découvrir Alice Zenniter, lisez ces 2 livres. Dans son analyse, que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté débunkage des vrais mecs de la littérature. Vous savez, pour être un écrivain, il faut être un homme blanc, boire du whisky le matin au petit-déj, parler avec une voix comme ça parce que j'ai fumé de la clope. Voilà. Alors non, pas forcément. Voilà, comme dirait Virginia Woolf, des fois juste avoir une chambre à soi et pouvoir écrire tranquillement sans aller dans les bars, sans aller pendant la guerre, sans faire des tonnes d'exploits, de se faire remarquer à tout prix, à n'importe quel prix. Voilà, il y a tout un tas de sujets qu'elle aborde qui sont hyper intéressants. C'est un roman qu'elle dit avoir... un livre qu'elle dit avoir écrit, ou du moins qui était en gestation au moment de la pandémie Covid. On sent que ça a été imprégné de ce moment un peu particulier pour nous tous. Et en ça aussi, c'est très intéressant. Et bref, ce livre est très intéressant. Donc en conclusion, lisez ce livre. Ou lisez Je suis une fille sans histoire, ou si vous avez envie plus d'un roman, eh bien lisez un roman d'Alice Zenniter. Mais quoi qu'il en soit, lisez Alice Zenniter. Merci. Et on termine cette vidéo avec un livre que j'ai adoré. Il s'agit du tableau du peintre juif de Benoît Sévrac. Alors, Benoît Sévrac, c'est la 2e fois que je lis un livre de lui. J'avais lu Tuer le fils, que j'avais beaucoup aimé. Je vous en parle dans une vidéo précédente, mais vraiment, c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. C'était un polar, un vrai polar pur, voilà, pas d'ambiguïté. Et là, il nous propose un roman que j'ai trouvé vachement bien, vachement intéressant. Ok, ça parle de quoi ? On va suivre un personnage, un homme qui est marié, qui a 2 filles, qui sont grandes, qui sont parties, voilà. Et malheureusement, sa vie n'a pas tourné comme il l'aurait souhaité. Il avait monté une entreprise de transport avec des camions. Et malheureusement, la crise, plus les gilets jaunes, plus plein de circonstances sociales ont fait qu'il a perdu son entreprise, qu'il est au chômage. Donc seule sa femme travaille et fait bouillir la marmite. Bon, voilà. Au début du roman, le type, il est un peu agaçant quand même. Il est tout en train de se plaindre. Il vit pas bien ceci, mais en même temps cela. Bon, un peu agaçant. Son couple bat de l'aile clairement avec sa femme, c'est plus tout à fait ça. Excusez-moi, je vais bouger le truc. Et puis, il a un appel de sa grand-tante et son grand-oncle qui lui disent qu'ils vont rentrer en maison de retraite. Donc, ils veulent vider l'appartement parce qu'ils veulent se prendre une espèce de petit appartement tout meublé. Alors, c'est pas maison de retraite, mais c'est maison senior autonome, là, vous savez. Et puis, ils leur disent, passe, parce qu'en plus, il y a des choses qu'on veut donner, et notamment le tableau. Alors, il y va, il dit, le tableau. Il dit, oui, le tableau. Alors en fait, dans le couloir, il y avait un tableau devant lequel il a passé toute son enfance sans le voir. Il dit, mais tu sais, c'est un tableau qui a été offert par un peintre juif pendant la guerre à tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents, parce qu'ils l'ont hébergé, ils l'ont aidé à s'enfuir et à passer en Espagne. Et du coup, il leur a laissé un tableau pour les remercier. Mais tu sais, c'est un peintre qui est quand même assez reconnu. Ce tableau a beaucoup de valeur, et puis aussi beaucoup de valeur familiale, sentimentale. Donc, on voulait te le donner. Ah, ok. Et là, on sent le mec hyper touché quand même. Là, à un moment donné, ça y est, on arrive à un truc où il est hyper touché. Il se dit, ok, très bien. Il le ramène à la maison. Donc, sa femme, ils sont quand même un peu dans la merde financière. Hein. Sa femme, pragmatique à mort, regarde un petit peu qui est ce peintre, commence à surfer, il dit « Non mais attends, ton tableau, il vaut 100 000 € quoi. Si on le vend, ça veut dire 100 000 €, mais on est tranquille, on n'a plus besoin de se préoccuper. Enfin voilà, on va payer nos dettes, on va pouvoir aider nos filles, enfin, c'est génial. » Et lui dit « Mais je veux pas le vendre. Moi, je veux pas le vendre. » Et là commence à monter dans sa tête une envie de reconnaissance pour ses grands-parents, arrière-grands-parents, et il décide qu'il doit partir en Israël pour faire reconnaître sa famille comme étant des justes, ceux qui ont aidé pendant la guerre, et il amène comme preuve ce tableau. Bon. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est pas du spoil, hein, c'est la 4e de couve, c'est le début du roman, il arrive en Israël,
Il se fait piéger parce que, en fait, il le considère plutôt comme un voleur, ou en tout cas que sa famille s'est approprié le bien du peuple juif, et ils lui prennent son tableau, ils lui disent que sa famille, ce sont des arnaqueurs, et ils le boutent hors du pays à coups de pompe dans le cul. Et alors là, notre anti-héros, là, le type un peu fadasse, un peu chiant, un peu mou du genou, qui commence à me courir sur le haricot, il se réveille, et il se dit que mais non, mais ça va pas se passer comme ça. Il rentre en France, et à partir de là, vous avez tout un road trip, où le mec veut remonter l'histoire pour retrouver qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi ses grands-parents avaient ce tableau, qui leur a pris, qu'ils ont hébergé, voilà. Et vous allez suivre cette enquête-là. C'est vachement bien. Le type devient un peu palpitant, il est proactif, il fait des choses, il remonte le temps, il part en Espagne, il part sur les routes, voilà. Il va de point en point parce qu'à chaque fois, il pense qu'il est au bout du chemin. Et il y a le petit fil qui reste, un tout petit fil. Et paf, il tire le fil et il avance d'un pas, et ainsi de suite, un autre pas, un autre pas, un autre pas, jusqu'à ce qu'il remonte toute l'histoire de ce tableau, de sa famille, de qui a fait quoi, quand et où. Ah, c'était trop bien! C'était trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré ce roman. J'ai trouvé que c'était palpitant. J'ai trouvé que l'écriture était fluide, que c'était... Ouais, ça se lit comme un roman policier, sauf que c'est pas un roman policier. Le cadavre, c'est un tableau. Ou alors, si cadavre il est là, ils sont dans le passé et il faut un peu trouver les cadavres du placard. Et franchement, ça se lit tout seul, on se fait plaisir. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc bien évidemment, ce n'est pas un roman policier, c'est donc un road movie, non pas un road movie, un road trip, avec un questionnement sur la famille, sur la mémoire, sur ce qu'on transmet. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, à la fin du roman, il y a une information qui semblerait dire que cette histoire n'est pas vraie, mais a un fondement réel, c'est-à-dire que l'auteur a reçu de sa famille un tableau d'un peintre juif. Alors, je n'ai pas tous les détails. Par contre, on voit le tableau sur la couverture du livre, et l'auteur du tableau s'appelle Willy Ezenszwich, qui n'a rien à voir avec le nom qui est mis dans le roman. Donc c'est donc un peintre français d'origine juive autrichienne qui est surtout représentant des paysages de Provence et de la Drôme en particulier. Donc on est sur le même type de peinture que Elie, le peintre du roman. Et c'est un peintre qui a vécu de 1889 à 1974, donc il n'est pas mort dans les camps. Voilà. C'est un peintre qui est très représenté dans les musées européens. Et apparemment, donc voilà, dans la famille de Benoît Séverac, si j'ai tout bien compris, il y aurait ce tableau qui aurait inspiré, qui lui aurait donné l'idée de « Eh mais s'il y avait ceci, s'il y avait cela, je pourrais construire une histoire. » Et voilà. Donc, un bon roman que je vous conseille vivement. Voilà, donc vous avez vu, sur 4 livres, 3 livres que je vous conseille sans restriction. Et puis le 4e, écoutez, comme dirait l'autre, faites comme bon vous semble. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Allez, on n'oublie pas de liker et de commenter. En attendant, je vous embrasse. Ciao.